4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur TEW bien évidemment avec la All Elite Wrestling, l'épisode 22 de notre carrière avec la fédération de l'élite en mai 2006. Vous le voyez, nous sommes au jour d'AEW Dynamite, deuxième AEW Dynamite de ce 5e mois de l'année 2006. On s'était laissé lors du dernier numéro sur un match qui avait accouché d'un draw, d'un time limit finish entre Kip James et Christopher Daniels. C'était censé, en tout cas selon le booking de Paul Heyman, décerner un nouvel aspirant numéro 1 au titre mondial de Raven, après bien évidemment le match qu'on va avoir cette semaine entre Raven et Tommy Dreamer qui met sa carrière en jeu face à Raven pour prendre le titre mondial et surtout pour replacer Jon Moxley dans le bon côté de la force. On verra comment ça va évoluer bien évidemment. On va se rendre tout de suite du côté d'AEW Dynamite, deuxième du nom en ce mois de mai 2006. Vous le voyez, seul Brian Kendrick aujourd'hui n'est pas présent, ça veut dire qu'on aurait éventuellement Samoa Joe si besoin en est. Écoutez, pas de problème, Locker Room, on va tout de suite se rendre donc dans le show. Je vais booker ça de mon côté, on se retrouve juste après pour en discuter. Et rigole les copains pour le premier show de la vidéo et deuxième AEW Dynamite du mois de mai 2006. On est au ND John E. Carlson Coliseum devant 3531 pèlerins et nous démarrons le show les gens avec Paul Heyman, micro à la main au centre du ring, qui nous fait une annonce forte, significative, puisque aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est bien sûr le soir où Raven et Tommy Dreamer vont à nouveau se rencontrer, où il y a de l'enjeu, le titre mondial et bien évidemment la carrière de Tommy Dreamer et peut-être le retour du côté, on va dire, propre de la force de Jon Moxley, mais surtout, il annonce pour que cette soirée soit complètement spéciale et soit vraiment historique, il annonce le fait que ce soir dans le main event, CM Punk va défaire, ou pas d'ailleurs, défendre, c'est sûr, son titre face à Justin Credible et Travis Fimmel dans un triple threat match. Oui, je le mets en main event parce que j'ai un peu peur de ce qui pourrait se passer entre Tommy Dreamer et Raven. J'ai moyennement confiance. 48 de rating pour ce segment d'ouverture. Paul Heyman performe plutôt bien. Malheureusement, voilà, on est toujours victime de la popularité de notre fédération qui n'est pas forcément extraordinaire, mais au moins les bases sont bien lancées et bien posées pour ce show. Non. Derrière, on retrouve Tommy Dreamer et Tyler Black. Juste après cette intervention de Paul Heyman au centre du ring, segment d'ouverture. Et Tommy Dreamer en train de remettre un petit peu ses straps sur les mains, sur les poignets. Il se prépare, tu sais. Et il va voir Tyler Black qui est tête baissée dans les vestiaires, assis sur une chaise. Il rumine, on sait pas trop ce qu'il pense. Et Tommy Dreamer lui dit, bon écoute, c'est une soirée spéciale, importante. Elle est capitale cette soirée parce que on peut refaire revenir quelque part Jon Moxley du côté bon de la force. Je peux prendre le titre mondial, mais je peux aussi finalement échouer dans ma tentative, laisser Jon Moxley avec Raven et quitter la compagnie. Mais Tommy Dreamer lui dit, je veux pas que tu interviennes dans le match, je veux pas que tout ça finalement te joue des tours et que ta carrière à la All Elite Wrestling, si je venais à perdre et que tu interviennes, touche à sa fin. Et Tyler Black lui dit, écoute, stop, ça suffit, arrêtez de me tourmenter, ça fait des semaines et des semaines que je comprends pas ce qui m'arrive. J'avais un match de championnat, j'ai demandé à pouvoir
être ce quatrième participant lors du dernier pay-per-view. Je me fais couper l'herbe sous pied par Raven. Derrière, je vois mon meilleur ami aider Raven à devenir champion du monde. Alors que le mec est tout ce qu'il y a de plus obscur. J'ai pas compris, j'ai toujours pas eu d'explication. Quand je lui ai demandé un match pour régler les comptes, après qu'il n'ait pas voulu m'expliquer pourquoi, il m'attaque à coups de chaise pendant le match. Je gagne par disqualification. Derrière, tu te dis que tu peux éventuellement prendre une opportunité au titre pour essayer de raisonner John Moxley, pour essayer de mettre hors d'état de nuire Raven, mais on prend des risques. Je veux plus être impliqué à tout ça. Stop, laissez-moi tranquille. Et il se barre. Et Tommy Dreamer reste seul. J'imagine bien que il n'est pas super content de la dernière entrevue qu'il a eue avec Tyler Black avant d'affronter l'ami Raven. Non. Derrière, Yann Rotten va faire face à El Generico. La semaine dernière, c'était Axel Rotten, donc son frère, qui avait face à Kevin Steen dans un match hardcore. Et là, on fait un petit street fight, un match d'hommes à nouveau, avec un match où il y a une bonne réaction de la foule, mais un match de catch un petit peu moyen sur les bords, où Yann Rotten va défaire El Generico dans ce street fight en 11 minutes 45 via Pitford, avec le Rotten Rush, 43 de rating, performance de 41 pour Yann Rotten, 33 seulement d'El Generico, qui me fait des performances nulles à chier depuis un petit moment, et Tag Team Hardcore continue avec ce segment et gagne de la hit, comme quoi il en faut pas beaucoup, mais il faut construire les bases, bien évidemment, vous le savez. Derrière, petit segment motivation avec les Young Wolves qui sont présents avec Becky Bélez, Mike Mizanin, Travis Fimmel, Mike Mizanin, Becky Bélez qui encourage Travis Fimmel en disant c'est the opportunity of a lifetime, c'est vraiment l'opportunité du début de ta carrière, allez faut la saisir, champion TNT, tu vois, il s'y voit déjà avec les affiches, les posters, tu sais, pour le prochain pay-per-view. Ils sont coupés bien évidemment par Trinity et Justin Credible qui dit effectivement oui c'est l'opportunité d'une carrière, l'opportunité d'un début à la AEW, mais c'est surtout pour Justin Credible parce que à la fin dans ces matchs coup près, dans ces matchs qui comptent, et ben c'est toujours les héros incroyables qui triomphent, et Justin Credible est un héros incroyable. Ça se cherche vraie dénoise entre Trinity et Becky Bélez. Le catfight n'est pas loin, mais on arrive quand même à redescendre la température. Bref, petit segment confrontation avant le main event face à CM Punk qui n'en demandait pas tant, des petites frictions entre ces deux adversaires supposés du soir. Becky Bélez qui improvise super bien avec la foule et qui arrive à bien travailler la foule durant ce segment. Trinity qui a été pauvre apparemment pour aller en dehors du script pour improviser le dialogue, et puis Justin Credible qui n'a pas non plus été dans un bon jour, mais la storyline avance quand même et permet au segment également, enfin la storyline avance grâce à ce segment même si ça gagne pas de hit, et ça reste le principal. J'espère qu'on gagnera de la hit bien évidemment lors du main event. Tommy Dreamer face à Raven. Et bah écoutez, ça fait un 62, c'est pas si mal. Match avec une bonne hit et du business en catch. On le sait, Tommy Dreamer, Tyler Black, c'est pas quitté sur une bonne dernière entrevue. Tommy Dreamer lui avait dit bon, reste en dehors de ça gamin, et finalement Tyler Black est arrivé au bord de ring, encourageant Tommy Dreamer. Et Tommy Dreamer, à partir de ce moment-là, il savait, et ça lui a mis une pression supplémentaire que s'il perdait ce match, Tyler Black allait lui aussi devoir quitter la fédération. Et Raven va défaire Tommy Dreamer. Raven va battre son ancien ennemi, grand rival de la ECW, en 11 minutes 42 via pinfall avec un Evil Flow DDT, conservant donc son titre mondial et faisant donc sa deuxième défense de titre. Ce qui veut dire que sur le papier, Tyler Black, lui aussi, va devoir quitter la compagnie. Sauf que si Raven a gagné face à Tommy Dreamer, c'est parce que Tyler Black est intervenu en la faveur de Raven. Tyler Black s'est retourné contre Tommy Dreamer. Pas un regard pour Raven, pas un regard pour John Moxley qui ont des petits sourires en coin, d'avoir d'abord coûté la carrière à Tommy Dreamer et d'avoir essayé un petit peu de manger le cerveau aussi de Tyler Black. Mais Tyler Black, lui, il a coûté le match à Tommy Dreamer. Pas un regard pour Raven et John Moxley, et il se casse. Tommy Dreamer fait une performance de 55 in-ring, Raven également. Bonne chemistry entre les deux, ce qui peut expliquer également le 62 et peut-être le booking. Et le futur heel turn de Tyler Black a quand même été un petit peu perçu durant ce segment. Tu m'étonnes. Non. Derrière, 99 Hard face à Jacqueline Moore. Bah dis donc, je suis surpris de la note. Très agréablement surpris même. Match pourtant extrêmement court, où Jacqueline Moore va défaire Natty Neidhart en 3 minutes 53 via pinfall avec le Tornado DDT. Jacqueline Moore qui fait bien sûr sa 6ème défense du titre féminin donc de la fédération. Performance de 60 pour Jacqueline Moore et Natty Neidhart est à 30. Voilà.
2 fois moins bonne, Natty Neidhart sur ce match, mais ça fait le taf, ça fait 57, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après, même si le segment est un petit peu moins bien. Amy Weber qui va interviewer Jacqueline Moore, mais qui va pas lui poser des questions sur sa victoire et sur sa 6ème défense de titre, mais plutôt sur le challenge de Reyna Mero. Alors déjà, Jacqueline Moore, tu vois, elle prend la mouche, elle va dire, attends, ça fait la 6ème fois quand même que je défends mon titre, à un moment donné, tu pourrais aussi me parler de ma victoire et des records que je suis en train d'établir dans la fédération, plutôt que Reyna Mero. Reyna Mero, elle veut un match. Ouais, elle m'a confronté, c'est vrai, j'y avais presque oublié. Mais sans déconner, tu veux que je lui accorde son match de championnat? Elle à qui j'ai fait dire I quit, sans déconner. À aucun moment je lui accorde un match de championnat. Donc bien sûr qu'elle rejette complètement le challenge de Reyna Mero en n'hésitant pas bien sûr à l'insulter, à la traiter de bimbo. On égratine un petit peu Reyna Mero au passage, hein, c'est gratuit pour Jacqueline Moore, et qui s'en va en rejetant bien sûr le challenge de sa première grande rivale à la fédération. Et enfin le main event, qui nous fait un 68 de rating. Très bon 68 de rating, CM Punk, merci d'avoir porté le match, parce que quand tu vois un 71, tu te dis waouh, bon tu me diras Justin Credible, bon 54, et Travis Fimmel un bon 50 aussi, Travis Fimmel ça commence à devenir costaud. Match décent, où CM Punk va bien sûr défaire Justin Credible et Travis Fimmel, faut pas déconner, en 11 minutes 42 quand CM Punk va défaire Justin Credible via pinfall avec le Shining Wizard après la distraction de Becky Belair, parce que oui les deux, Becky Belair, Trinity se sont cherchés des noises ringside, ça a fini par se mettre des gifs dans la gueule et puis finalement celui qui en a fait les frais, qui s'est fait finalement frapper sans vraiment le vouloir, c'est Justin Credible et derrière CM Punk en a profité, le finisher de notre ami CM Punk, tombé 1, 2, 3 et donc conservation du titre par CM Punk qui fait donc sa 12ème défense du titre TNT, 68 de rating, la storyline Hero Meet the Wolves gagne de la hit bien évidemment, vous l'imaginez avec ce segment. 60 donc de rating, c'est pas forcément extraordinaire, mais on améliore notre popularité quand même dans 16 régions malgré un rating qui est bien en deçà de ce qu'on pouvait attendre maintenant et de ce qu'on doit faire désormais qu'on est en size régional et qu'on aspire à la size de culte. Des news les gens avec d'abord Balls Mahoney qui voit son contrat bientôt se terminer avec la All Elite Wrestling, il lui reste un mois, on verra si on va lui reproposer quelque chose à l'ami Balls. Chris Hero qui apparemment va étendre son deal avec la IWS, pourquoi pas, et un TV rating de 0.05 pour le dernier AEW Dynamite du nom. On fait 40 000 viewers devant 3531 personnes dans l'arena. Est-ce que c'est plus que la semaine passée? Non, c'est quand même beaucoup moins. Effectivement, on perd plus de 1500 viewers et on perd un petit peu également d'affluence dans les gradins, mais bon c'est normal, le show était un petit peu moyen, on a perdu 11 points, ça fait mal au cul. Jacqueline Moore qui voit la TNA lui faire une extension de contrat, j'irai voir ça tout à l'heure, savoir s'il faut que je m'inquiète ou pas, histoire d'essayer de contre-attaquer, si je peux contre-attaquer, et Raven qui voit son contrat se terminer avec la fédération de l'élite. Alors bien évidemment on va proposer un contrat à Raven puisqu'on a commencé à construire des choses autour de Raven et ce serait quand même ballot de continuer le programme sans le principal protagoniste. D'ailleurs on va proposer tout de suite un contrat à Raven. Raven négocié. Alors le garçon il a apparemment 2110$ par show pour l'instant et il demande 2100. Bah écoute ouais, alors tu vois, je vais même pas te négocier, tu m'as demandé 2100, soit moins que ce que tu prenais actuellement, donc je vais même pas essayer de te négocier. On va lui proposer un contrat pour, allez, pour 6 mois, on va faire du court terme avec Raven, on verra bien après, on le reprolongera. Est-ce qu'il va accepter? Oui, il accepte. Allons-y, c'est parfait, c'est confirmé. Ça fait zizir. Aucun incident backstage, les gens, cette semaine. Donc, écoutez, on va tenter un petit middle entre Amazing Kong et Jacqueline Moore, qui apparemment ont quelques tensions entre elles depuis quelques semaines. Donc, allons-y, positive middle. Oui, d'accord, ok, ça n'a pas du tout marché. Maintenant, elle ne s'apprécie pas du tout. Voilà, merde, super, magnifique. J'adore des middles qui se passent comme ça. Et we go les potos pour le deuxième show de la vidéo et le troisième AEW Dynamite du mois de mai 2006. Nous étions au ND John E. Carlson Coliseum devant 3786 pèlerins et nous démarrons le show avec un 65 de rating, un bon segment d'ouverture. Les protagonistes sont les suivants, Raven, John Moxley, Kip James et Christopher Daniels. Alors comment s'agence ce segment? Et bien de la manière suivante, vous avez d'abord Raven et John Moxley qui sont présents dans le ring, micro à la main. Raven qui va nous parler de sa victoire la semaine passée
sûr Tommy Dreamer, son grand rival des années 1990 à la ECW, et il a mis fin à cette rivalité ici à la All Elite Wrestling qui n'avait duré que trop longtemps en mettant fin à la carrière de Tommy Dreamer dans la fédération de l'élite. Il se félicite également que Tyler Black ait fait le bon choix en se retournant contre Tommy Dreamer et en passant dans le côté obscur de la force, parce que pour Raven c'est fait, même si Tyler Black n'est pas là, présent. Non, pas de trace de Tyler Black sur ce show, il ne sera absolument pas présent, mais Raven va se faire couper court par Kip James et Christopher Daniels qui cette fois-ci veulent quand même désormais avoir leur opportunité, parce que voilà, ça y est, Tommy Dreamer c'est fini, l'histoire Raven Tommy Dreamer c'est terminé. Maintenant on va passer donc au futur, et le futur proche, nous dit Christopher Daniels, qui pourra affronter Raven dans 10 jours à Double or Nothing. Bah oui, parce que dans 10 jours, samedi, pas celui qui arrive mais l'autre d'après, ça sera le deuxième pay-per-view de l'année, et donc forcément il faut trouver un challenger. Et Raven va regarder Jon Moxley et va lui dire: écoutez, j'ai une super idée, vous allez affronter à tour Jon Moxley, toi Christopher Daniels aujourd'hui, et Kip James la semaine prochaine, et celui qui mettra le moins de temps pour battre Jon Moxley m'affrontera. Voilà, on va faire ça sous les règles de Raven, et celui qui mettra le moins de temps pour battre Jon Moxley m'affrontera à Double or Nothing. Voilà, si vous êtes prêts, on fait ça. Christopher Daniels t'affronte Jon Moxley maintenant, et puis Kip James attendra ton tour la semaine prochaine, même si Paul Heyman intervient dans le segment, même s'il n'est pas mentionné, pour dire que Kip James, plus tard dans le show, donc dans le main event, aura l'occasion de se mettre un petit peu en jambe avec un match qui lui permettra quelque part de se roder avant son affrontement face à Jon Moxley, qui sera très important forcément, vous l'imaginez. Kip James qui fait un super travail, pareil pour Christopher Daniels, Jon Moxley qui a pas vraiment paru super bon, Kip James qui a été une réelle star dans ce segment, rien sur Raven, mais la storyline Elite Nest avance grâce à ce segment, ou plutôt débute, oui, faisons les choses dans l'ordre. Non. Derrière, Jon Moxley qui fait face donc à Christopher Daniels. Christopher Daniels, dans un match décent de 10 minutes 21, va défaire Jon Moxley via pinfall avec le BME. Pas de surprise, Christopher Daniels a donc mis 10 minutes 21 pour battre donc le sbire désormais de Raven, Jon Moxley. Les performances aux 70 pour Christopher Daniels et de 30 pour Jon Moxley. La storyline Elite Nest avance grâce à ce segment, vous l'imaginez. Raven était à la table des commentateurs bien sûr pour suivre l'action, et donc la semaine prochaine Kip James devra donc mettre moins de 10 minutes 21 pour battre Jon Moxley pour pouvoir prétendre à un match de championnat face à Raven lors du prochain pay-per-view. Derrière, Rena Mero fait face à Sweet Saraya, et dans un match qui nous fait un 52, Rena Mero va défaire Sweet Saraya en 6 minutes 37 via pinfall avec le Cyber Bomb. Tranquille, complètement clean, performance de Sweet Saraya de 50 quand Rena Mero est à 37, un petit peu à la traîne la nana, mais c'est pas grave, le temps qu'elle se rôde à nouveau, on sait, hein, c'est pas toujours évident quand vous êtes sur la touche pendant un petit moment, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer derrière avec Jacqueline Moore qui va chambrer Rena Mero en disant ah, tu fais des efforts dans le ring, t'essaies de catcher, mais ma grande, ça changera rien, tu m'affronteras pas, c'est clair, c'est net, c'est précis, je t'ai déjà battu, humilié, je te réaffronterai pas. Et Paul Heyman, lui, il entend pas trop de ses oreilles, parce que il était à la table des commentateurs pour commenter le combat de Rena Mero face à Sweet Saraya, et il dit, écoute, Jacqueline, bon, ces dernières semaines, c'est vrai qu'on t'a pas trop vu quand il y avait Amazing Kong dans les parages, pas trop courageuse. Là, c'est vrai qu'Amazing Kong est blessé, donc du coup, on te voit un peu plus. Tu défends ta ceinture, mais tu défends ta ceinture contre des filles qui méritent pas. Chantal Taylor, Natty Neidhart, tu es en train de clairement de montrer une mauvaise image de la championne, et t'es clairement en train de faire baisser en prestige le titre. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour le business, donc la semaine prochaine, tu vas affronter Rena Mero. Tu vas l'affronter dans un match simple. Je ferai tout mon possible pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Et ce match-là sera pour le titre. Et là, Jacqueline Moore, forcément, t'imagines bien qu'elle est moyennement contente, parce que Paul Heyman, le boss, qui lui dit tu vas affronter ta première challengeuse, ta première grande rivale, sans intervention, je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas, et surtout pour le titre. Jacqueline Moore, là, beaucoup moins confiante. Je peux vous dire que quand elle est partie, elle faisait sacrément la gueule. Jacqueline Moore qui apparemment n'a pas bien performé pour aller en dehors du script. Paul Heyman, tout le contraire, lui vraiment super à l'aise. Rena Mero qui a pas super bien performé. La performance de Paul Heyman, fantastique, vous l'imaginez. Mais la storyline Female Monster avance et gagne de la hit avec ce segment entre Jacqueline Moore, Paul Heyman et Rena Mero. Et c'est le principal. El Jericho qui font face aux Rotten Brothers. Ouais, on les avait vus dans les matchs singles, faire des matchs un peu d'hommes, match hardcore, street fight. Et là, on va rester sur un match normal, voilà, avec des règles de base. Et dans un match décent, et figurez-vous qu'El Jericho
vont battre les Rotten Brothers en 9 minutes 06 quand El Generico va défaire Axel Rotten via pinfall avec un quick roll-up. Axel Rotten a été le weak link apparemment durant ce match, effectivement un petit 32 quand El Generico remonte un petit peu avec un 44-54 pour Kevin Steen, pardon, en petit lapsus, Yann Rotten fait un 48. Je peux vous dire que les frères Rotten étaient passablement énervés de s'être fait avoir par un petit paquet, et Jericho et Kevin Steen qui n'en reviennent pas et qui sont surtout très heureux d'avoir réussi eh bien, à se faire payer quelque part les Rotten Brothers de leur affront lorsqu'ils avaient coûté leur opportunité face eh bien, à Danielson et Dragon qu'on n'a pas revu depuis un petit moment, mais rassurez-vous, c'est prévu qu'on les revoie la semaine prochaine. Derrière, CM Punk est au micro d'Amy Weber. CM Punk, il n'a plus désormais de challenger, puisque Claudio Castagnoli a été battu, il y a eu une longue histoire entre les deux. La semaine dernière, il a battu bien évidemment Travis Humed et donc Justin Credible. Ça a été une formalité, on va pas se le cacher. Et CM Punk désormais, c'est quoi la suite pour lui, hein? C'est la question que va poser Amy Weber. Et CM Punk n'aura pas le temps de répondre, qui va se faire couper la chic par Ted DiBiase Senior et Bobby Roode. Ted DiBiase Senior qui arrive, qui coupe CM Punk, qui le regarde, qui prend le temps de relooker cette belle ceinture de la TNT. Et Ted DiBiase Senior nous dit qu'il est très heureux d'être à la All Elite Wrestling. Les businessmen se doivent d'aller là où c'est le meilleur pour le business, et la All Elite Wrestling en ce moment c'est le meilleur pour le business, nous dit Ted DiBiase Senior avec un petit sourire en coin, un petit clin d'œil aussi du côté d'Amy Weber, et il nous dit qu'il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, Ted DiBiase Senior, il est venu aussi pour défendre les intérêts de quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Bobby Roode. Une jeune Shining Stars, tu vois, qui va arriver, qui va briller au sein de la All Elite Wrestling. Bobby Roode qui arrive un peu à la manière de Ric Flair, tu sais, en peignoir, les cheveux plaqués en arrière, enfin bref, beau gosse, tu vois, petite barbe bien taillée, beau gosse, comme sur la photo, tu vois. Et Ted DiBiase Jr. nous dit que Bobby Roode est le prochain challenger numéro 1 au titre de CM Punk. Ted DiBiase Sr. s'en est assuré. 51 de rating pour ce meeting et cette présentation de Ted DiBiase Senior, cette présentation de Bobby Roode par Ted DiBiase Senior devant CM Punk, le champion. Ted DiBiase qui débute sa gimmick de Rich Businessman et c'est au full. Par contre Bobby Roode, anti-américaine gimmick, c'est great. Voilà. Le garçon est canadien, je rappelle. Hein. Performance de CM Punk fantastique. Et la storyline Money Man débute avec ce segment. Et enfin le main event qui nous fait un énorme 81, sa mère. Samoa Joe était l'adversaire de Kip James. Oui, petite mise en route, histoire de te troder, tu sois chaud pour la semaine prochaine face à John Moxley, Samoa Joe. Et match exceptionnel entre les deux, 81. Et Samoa Joe va défaire Kip James via pinfall avec le Iceland Driver en 12 minutes 51. Pas banal. 79 de rating de performance pour Samoa Joe, 75 pour Kip James. Apparemment pas dans un bon jour, Kip James. Tu peux être pas dans un bon jour tout le temps, mon petit Kip, si tu me fais de 75 à chaque match. Et le match, bien sûr, qui a buzzé. Et la storyline Elite Nest avance et gagne de la hit. Et on fait un très bon 71 qui contraste clairement avec le 60 qu'on avait fait la semaine passée. Aucune nouvelle croustillante sur la dernière semaine écoulée, les gens, donc on se retrouve directement dans les backstage ratings du dernier AEW Dynamite du mois de mai 2006. Exceptionnellement, on fait le show le lundi et pas le mercredi pour des raisons pratiques cette semaine. Vous le voyez, 100% donc de rating dans les backstage. On verra si après le traitement de ces incidents, il y aura toujours 100% de rating. Incident impliquant Roddy Piper. Qu'est-ce que c'est? Oui, on va continuer. Roddy Piper qui a priori a trop bu et qui n'était pas en condition de travailler, il est resté à la maison. Et ça va être une amende. Une amende, Roddy Piper qui n'est pas content. Mais en même temps, voilà, à un moment donné, j'avais un peu besoin de toi en plus cette semaine. Et t'es pas présent quand j'ai besoin. Donc bon, tu prends une prune, hein, puis la prochaine fois ça sera Star Warning. Et puis la prochaine fois, je te virerai. Voilà, maintenant c'est bon, on va plus se faire chier. Renamero qui apparemment a créé une atmosphère backstage plutôt sympa. Quand elle s'est foutue de la gueule de tout le locker room, hein, en fait, gentiment bien sûr, mais tout le monde a rigolé. Bref, Renamero qui met la bonne ambiance avant son match de championnat face à Jacqueline Moreau. Marquera-t-elle des points? C'est pas. Incident impliquant Axel Rotten et Ted DiBiase Senior. Alors ça c'est peut-être la cour des catcheurs. Pas du tout. Axel Rotten qui a apparemment créé une atmosphère fun dans les backstage en se foutant de la gueule de Ted DiBiase Senior et tout le monde a rigolé. Voilà. Ted DiBiase Senior qui a beaucoup d'autodérision, tout va bien, écoutez c'est bien, ça va permettre de peut-être rester à 100%, mais oui ça va permettre de rester à 100% malgré la faute professionnelle de Roddy Piper, que demande le peuple?
Allez, on est parti les gens pour le 4e et dernier AEW Dynamite du mois de mai 2006, le Go Home Show d'AEW Double or Nothing. On est au IA Drake, Failed House, devant 4482 pèlerins. On démarre le show les gens avec Paul Heyman. Paul Heyman qui est dans le ring, micro à la main, et qui veut que ce Go Home Show soit inoubliable. Oui, il veut que ça soit absolument parfait. Et il nous annonce que ce soir, on va avoir Kip James qui va affronter là dans quelques instants John Moxley, qui va tenter de battre le temps de 10 minutes 21 dans ce Beat the Clock Challenge, match 10 minutes 21 qu'avait gagné Christopher Daniels face à John Moxley la semaine passée. Si Kip James fait mieux, bah forcément il devient challenger numéro 1 au titre de Raven. Raven qui est à la table des commentateurs, bien évidemment prêt à analyser le match pour Double or Nothing. Il nous annonce également que Christopher Daniels va faire face à Samoa Joe, qui a fait son retour la semaine passée. Samoa Joe qui a donc gagné la semaine dernière contre donc l'ami Kip James, et qui tentera pourquoi pas de battre potentiellement le futur challenger numéro 1 Christopher Daniels. Soit il aime bien, Paul Heyman, mettre un petit peu en place des matchs avec de l'enjeu et de la rivalité. Puis nous annonce également que il y aura un triple threat pour les titres tag team, donc entre les frères Rotten, El Jericho et bien évidemment les champions Dragon et Danielson du côté de Double or Nothing samedi prochain. Voilà donc pour les annonces de Paul Heyman. Paul Heyman qui fait un super travail, qui a paru super bon. La foule forcément a été chaude après ce segment, vous l'imaginez bien, même si voilà, Elite Nest, ce segment avance, mais voilà, perdre de la hit avec ce segment, mais rassurez-vous, on en gagnera, au contraire du tag team hardcore qui avance mais qui gagne de la hit forcément, puisque la rivalité était beaucoup moins chaude que celle de l'Elite Nest. Derrière, Kip James va faire face à John Moxley, et dans un match plutôt sympathique, décent, hein. Il est défini comme tel. Kip James va défaire John Moxley en 9 minutes 10 via pinfall avec le One and Only, 60 de rating, performance de 66 pour Kip James, qui n'était pas dans un mauvais jour, mais en tout cas pas la meilleure des performances, et John Moxley qui fait un petit 32. Tout ça a été commenté bien évidemment par l'ami Raven. 9 minutes 10 de combat, victorieux pour Kip James. Ça veut bien évidemment dire qu'il a mis 1 minute 11 de moins que Christopher Daniels, ce qui veut dire que Kip James devient donc le nouveau challenger numéro 1. Il sera donc l'adversaire de Raven du côté de Double or Nothing samedi prochain. Et Christopher Daniels qui devra un petit peu patienter. Derrière, Tyler Black. Tyler Black est dans une pièce sombre. Il est dans une pièce sombre. Il y a une lumière très faible qui est au-dessus de sa tête. Il est assis sur une chaise, les cheveux qui cachent le visage, et il tient une photo. Une photo de lui et de John Moxley lorsqu'ils ont débuté à la All Elite Wrestling. Et il commence à nous dire, Tyler Black, que c'était la belle époque, que c'était le moment où c'était deux jeunes potes qui avaient envie de rêver grand, qui arrivaient dans une fédération qui leur avait laissé leur chance. C'était beau, c'était grand, c'était magnifique. Mais c'est le passé. C'est le passé, et ce bon temps-là n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Très dark, Tyler Black, très dark. Et il brûle la photo de John Moxley et de lui-même lorsqu'ils avaient débuté à la All Elite Wrestling. Le segment se termine là-dessus. Derrière, Jacqueline Moore fait face à Rena Amero pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. Match simple. Et j'annonce tout de suite, il n'y a pas eu d'intervention. Et dans un match décent, sans intervention aucune, Paul Heyman était au bord du ring pour vérifier tout ça. Rena Amero va battre Jacqueline Moore en 8 minutes 54 via pinfall avec le Sable Bomb, et va devenir la nouvelle championne du monde féminine de la All Elite Wrestling. Et oui, mesdames et messieurs, coup de tonnerre, rebondissement. Jacqueline Moore fait une performance de 59 quand Rena Amero fait une performance de 33. Rena Amero apparemment complètement en dehors du coup. Et la storyline Femelle Monster continue grâce à ce segment, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe derrière, avec Amazing Kong, qui va venir attaquer Jacqueline Moore, qui se remettait de sa défaite, alors que Rena Amero était en train de célébrer. Elle va attaquer Jacqueline Moore. Et elle va la détruire. Mais la détruire. Mais quand je dis détruire, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Jacqueline Moore va terminer inconsciente et va partir du ring sur une civière avec la minéa, avec des médecins qui s'affairent autour d'elle. Amazing Kong a détruit Jacqueline Moore. Et derrière, elle reste yeux à yeux avec Rena Amero, qui ne bouge pas, qui ne baisse pas les yeux. Assez intéressant ce segment. Alors pourquoi ce changement de plan? Pourquoi est-ce que Jacqueline Moore a perdu le titre? Pourquoi est-ce que Jacqueline Moore, derrière,
eh bien, a subi une attaque d'Amazing Kong qui vend une blessure. Et bah tout simplement parce que Jacqueline Moore nous quitte. Voilà, Jacqueline Moore, c'était absolument pas prévu. Quand on avait vu l'extend deal de la TNA, je me suis dit bon, ça va être par apparence, et finalement pas du tout. C'était exclusif, donc un contrat exclusif signé par Jacqueline Moore avec la TNA. Donc la TNA nous prend encore un nouveau talent, donc Jacqueline Moore plus disponible, donc il a fallu trouver et bien tout simplement une petite combine pour permettre à Rena Mero de devenir challengeuse d'abord et puis ensuite de devenir championne du monde pour affronter Amazing Kong du côté de Double or Nothing. Je vous cache pas qu'avec le départ de Jacqueline Moore vers la TNA, j'ai un peu peur pour la division féminine. Il va falloir que j'essaie de trouver autre chose et surtout que j'arrive à faire venir des femmes populaires et compétentes dans le ring. Ça va peut-être être un petit peu délicat, mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, faut pas se prendre la tête avec ça. Derrière, Becky Bellès et Trinity qui se retrouvent dans les backstage. On sait un petit peu ce qui se passe. Justin Credible qui a durant le triple threat face à CM Punk et Travis Fimmel était attaqué par Becky Bellès malencontreusement quand Trinity était en train de se prendre la tête avec elle, et là c'est le moment où on règle les comptes, les deux nanas se retrouvent dans les backstage et elles vont se déshabiller toutes les deux. Voilà. 54, magnifique, petit segment sex appeal, tout le monde sort un slug, super, pas de soucis, pas d'angoisse. Derrière, Ted DiBiase Senior est avec Bobby Roode, son client, et il appelle Paul Heyman pour que ce dernier puisse faire l'annonce officielle du fait que Bobby Roode soit enfin le challenger numéro 1 au titre de CM Punk, puisque Bobby Roode a été présenté par Ted DiBiase Senior devant CM Punk comme étant le futur challenger, et donc Paul Heyman s'apprête à le faire, sauf que Claudio Castagnoli ne l'entend pas de cette oreille. Claudio Castagnoli n'est bien évidemment pas accompagné de Roddy Piper cette semaine, puisque Roddy Piper n'était pas apte à pouvoir tout simplement venir sur ce show à cause du fait qu'il est trop bu, le garçon, il n'arrive pas à se raisonner, les kilotests à péter. Et Claudio Castagnoli qui est pas très content de ce qui est en train de se passer, parce que bon, attends, sans déconner, Bobby Roode, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un match de championnat? C'est vrai que des fois on donne des opportunités comme ça, mais à un moment donné c'est un pay-per-view, faut pas déconner. Claudio Castagnoli, il a beaucoup de victoires, il a un super record, 7 victoires de défaite, et à la EW, bon, certes on fait ce qu'il y a de mieux pour le business, mais à un moment donné on essaie aussi de donner des opportunités à des gens qui ont beaucoup gagné et qui ont mérité leur opportunité. Et Ted DiBiase Senior regarde Paul Heyman avec insistance, Paul Heyman qui est un petit peu embêté, tu vois, c'est pas trop ce qui se passe entre les deux, mais il est un peu embêté, et Claudio Castagnoli, tu vois, insiste. Et Paul Heyman finit par craquer sous l'impulsion du public qui dit We want a match, we want a fight, et Paul Heyman qui finit par craquer, qui annonce Bobby Roode, Claudio Castagnoli à maintenant tout de suite pour le titre d'aspirant numéro 1 au titre TNT. Le match est acté. Ted DiBiase Senior, il regarde Paul Heyman en disant qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? C'était pas prévu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Mais en tout cas, le match est acté. Et il nous fait un 49. 49 solide. Match extrêmement court. Où Claudio Castagnoli va, mais alors squash sa maman, Bobby Roode, en 4 minutes 53 avec le Rico la bombe. 49 de rating. Ted DiBiase qui a fait du super boulot au ringside, dans la de ring. Bobby Roode qui apparemment a une blessure chronique, j'avais pas vu au moment où je l'ai signé. Bobby Roode qui fait une performance de 33 et Claudio Castagnoli 54. Et la storyline Moneyman avance grâce à ce segment. Et enfin le main event qui nous fait un 83. Est-ce que c'est pas le meilleur match de l'histoire de la fédération? Non, il me semble qu'on avait fait un petit peu mieux à un moment donné. Match exceptionnel entre Samoa Joe et Christopher Daniels, où Samoa Joe va défaire Christopher Daniels en 11 minutes 12 via pinfall avec le Iceland Driver. Complètement clean. Oui. Samoa Joe, Christopher Daniels qui ont une super chemistry ensemble. Tu m'étonnes. 86 de performance in ring pour Samoa Joe, 74 pour Christopher Daniels. 83, c'est énorme. Et Samoa Joe qui prend une nouvelle victoire hyper importante sur un mec qui potentiellement va être le prochain challenger numéro 1 une fois que Kip James et Raven se seront mis la misère. Christopher Daniels, mauvaise nuit, il perd son opportunité pour Double or Nothing et en plus il se fait river les épaules clean par Samoa Joe. Imaginez un peu la détresse du bonhomme. 71 de ratings, ce qui est plutôt pas trop mal. Il y a encore un petit peu d'écart entre les segments un petit peu moyens et les matchs qu'on peut faire notamment dans le main event, ce qui peut expliquer le fait qu'on n'arrive pas trop à décoller, mais 71 ça reste quand même un show très correct. 0.05 de TV rating, les gens, 40 460 viewers via le broadcast et 4482 pèlerins dans les gradins. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé les gars, mais on a quand même gagné énormément d'influence dans les gradins en l'espace d'une petite semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à la size on a fait quelque chose d'énorme? Bah oui, effectivement, on est passé au-dessus des 40 dans le Midwest en termes d'importance. Et en termes de popularité, on a dû effectivement, oui, on a 44. Effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous rappelle qu'il faut quand même, pour pouvoir passer au niveau culte, on s'en rapproche, il faut 47%
au moins dans 2 régions des États-Unis. Pour l'instant, on n'est pas forcément énorme, hein, puisqu'on est 41 certes au Midwest, mais pour l'instant, pour le reste, on n'est pas plus de 30 du côté de Puerto Rico, donc il va falloir commencer à travailler. Une fois qu'on aura atteint les 47% d'importance du côté du Midwest, commencer à travailler Puerto Rico, également le Mid-South, histoire de pouvoir très rapidement passer à cette size occulte. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me faire part de votre pronostic de ça commence à savoir qu'on aura cette size occulte. Est-ce que ça sera à la fin de l'année 2006, est-ce que ça sera milieu d'année 2007? N'hésitez pas dans les commentaires à aller à vos petits pronostics, ça m'intéresse. Aucune news les gens à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée, donc on se retrouve directement dans les backstage donc de Double or Nothing, deuxième pay-per-view de l'année 2006. On a des incidents backstage à traiter, on y va. C'est parti, Claudio Castagnoli. Oui, Claudio Castagnoli, apparemment, il a mis tout le monde dans un super mood dans les backstage parce qu'il a réalisé plusieurs dessins assez amusants de ses collègues et ça a bien fait rire. Bref, merci monsieur Claudio Castagnoli. On va continuer à avoir un 100% de backstage rating. Tu vois, si c'était même honnête, il nous mettrait 110%, tellement en ce moment c'est bon. Bref. Ça c'est bien, c'est vintage, c'est sympa, j'apprécie, et ça va nous permettre d'aller tranquillement booker ce show à tête reposée. Je le book de mon côté et on en parle juste après comme d'habitude. Nous voilà partis les copains pour AEW Double or Nothing, le deuxième pay-per-view de notre année 2006, également le dernier show de la vidéo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On était au Icebox devant 4299 pèlerins et vous le voyez, nous commençons le show par le match de championnat TNT qui initialement était censé être un match simple entre CM Punk et Claudio Castagnoli, mais vous le voyez, Bobby Roode s'est rajouté. Alors comment s'est agencé ce match? CM Punk et Claudio Castagnoli ont commencé la rencontre seuls pendant 8-9 minutes et puis derrière Ted DiBiase Senior a fait son apparition sur la rampe du ring. Il essayait d'être raisonné par Paul Heyman qui dit non, arrête, t'énerve pas, et on entend la conversation entre Ted DiBiase et Paul Heyman. Ted DiBiase Senior excédé, énervé, qui lui dit non, c'était pas censé se passer comme ça la semaine dernière, Bobby Roode était censé avoir son match de championnat, tu nous as mis Claudio Castagnoli dans les pattes, maintenant on veut l'opportunité tout de suite, maintenant c'est le moment, tu me la dois, tu peux pas faire autrement, tu t'es engagé, tu sais ce que ça pourrait impacter si tu ne me donnes pas ce que je souhaite, hein, on entend tout ça, qu'est-ce qui se passe, quel accord ont-ils passé, on ne sait pas, mais en tout cas, Paul Heyman, tu vois, désemparé, et quelque part un petit peu apeuré des conséquences qu'il pourrait y avoir si Ted DiBiase Senior n'avait pas ce qu'il voulait, annonce que Bobby Roode fait désormais partie du match, et donc on termine ce match en triple threat, mais le résultat est inchangé puisque dans un match décent, CM Punk va défaire Claudio Castagnoli et Bobby Roode en 14 minutes 16 quand CM Punk va défaire Bobby Roode via pinfall avec le Devil Lock DDT. CM Punk fait donc sa 13e défense du titre TNT en termes d'in-ring. CM Punk est au-dessus de tout le monde. Bobby Roode bien évidemment a été le Wink Link. Roddy Piper a fait du super boulot à ringside, toujours une excellente chemistry entre Roddy Piper et bien évidemment Claudio Castagnoli. Teddy DiBiase qui fait également du très bon boulot, apparemment pas de chemistry particulière avec Bobby Roode. Au niveau des performances, on est à 73 pour CM Punk, 54 pour Claudio Castagnoli et 34 seulement pour Bobby Roode. Et la storyline Moneyman bien sûr avance et gagne de la hit avec ce segment malgré l'insistance de Ted DiBiase Senior pour placer son poulain dans le match. Il n'y aura rien changé, CM Punk conserve son titre en faisant bien sûr la pin sur Bobby Roode, le client de Ted DiBiase Senior, qui aura donc bien sûr d'agacer énormément Ted DiBiase, vous imaginez bien. Affaire à suivre. Derrière, Tyler Black. Tyler Black est à nouveau dans cette pièce sombre, avec cette lumière juste au-dessus de sa tête, lumière très faible, les cheveux qui cachent le visage. Là encore, une photo dans les mains de Tyler Black, une photo où on le voit se tenir face, ou plutôt à côté de Jon Moxley et de Tommy Dreamer. Et il nous dit que c'était le moment où une légende a décidé de les prendre sous son aile, de leur donner sa chance, de lui donner des conseils, histoire de les amener plutôt au top. Il n'aurait jamais imaginé ça, Tyler Black. Il vivait déjà un rêve en étant employé à la All Elite Wrestling, voyant une fédération qui lui avait offert une opportunité, mais là, catcheur légendaire comme Tommy Dreamer, qu'il avait tant admiré quand il était gamin, il n'en revenait pas. Mais tout ça, c'est du passé. Le bon temps n'est plus présent. Aujourd'hui, tout a changé. Et il brûle la photo à nouveau. 46 de rating. Et le segment et la storyline Edit Nest avance, mais perd un peu de hit. C'est normal, on en gagnera plus tard.
toujours pas. Derrière, Amazing Kong fait face à Rena Mero pour le match, donc pour le championnat de la All Elite Wrestling féminin. Match qui nous fait un 48 de rating. Voilà, on a plus Jacqueline Moore, donc c'est difficile de faire des ratings au-dessus de 50, voire même au-dessus de 55, proche des 60 comme elle avait été capable de le faire. Match avec une bonne hit pourtant, une décente réaction de la foule. Malheureusement le match de catch un petit peu moyen. Et Amazing Kong et Rena Mero, malgré les encouragements de Roddy Piper, malgré les petites roublardises de temps en temps, eh bien Amazing Kong va faire un draw avec Rena Mero. Pourtant Amazing Kong a dominé le match. Elle a dominé de la tête et des épaules, mais elle était peut-être un petit peu surconfiante, un petit peu trop, tu vois, se dire je vais gagner, je vais la battre cette bimbo, sans aucun souci, sans aucun problème. Et finalement, elle n'a pas fait attention à une chose qui pouvait l'arrêter, c'était le temps. Et le temps a été expiré. Elle a voulu placer son implant buster sur Rena Mero, sa fameuse prise de finition. Et finalement, trop nonchalante, avant de faire le tomber, l'arbitre sonne la cloche, le temps limite est expiré. Rena Mero a réussi à rester debout pendant un quart d'heure, à survivre aux assauts d'Amazing Kong, malgré une domination de cette dernière. Et Rena Mero, malgré clairement la supériorité d'Amazing Kong, reste championne après et bien ce temps limite annoncé et énoncé par l'arbitre qui sonne la cloche. Rena Mero conserve donc sa ceinture, 45 de performance in ring pour Amazing Kong, 36 seulement pour Rena Mero, et la storyline Female Monster avance mais perd de la hit. Rassurez-vous, on en gagnera plus tard. Derrière, Amy Weber est avec Raven et Jon Moxley backstage. Et Amy Weber veut savoir désormais sous quel match et format de match ce match pour le titre va avoir lieu. Et oui, on va encore dans le Raven Rules. Et Raven le dit, on a mis en place ce Raven Rules avec Christopher Daniels, avec Kip James. Et bien Raven Rules va encore aujourd'hui se poursuivre avec cette fois-ci la stipulation choisie par Raven pour le match de championnat face à Kip James. Et oui, on est toujours sur les règles des Raven Rules. Et Raven annonce que ce soir c'est un match hardcore face à Kip James. 51 de rating. Amy Weber performe pauvrement, mais c'est pas grave, l'important c'est que Raven sorte du segment en étant fort, en étant bon, même si Jon Moxley n'a pas su profiter de la star power à côté de lui et de ce shining star que peut être Raven. Jon Moxley qui performe encore un peu pauvrement, mais c'est pas grave, l'important c'est de faire briller pour l'instant Raven. Jon Moxley on verra plus tard, l'important pour l'instant n'est pas encore là. Ensuite, Rotten Brothers contre El Jericho, contre Danielson et Dragon. Triple threat pour les titres par équipe. On l'avait annoncé via Polyman, bien évidemment, lors du dernier Dynamite, le Go Home Show de ce Double or Nothing. Et dans un match décent, Danielson et Dragon vont bien sûr défaire les Rotten Brothers et El Jericho en 12 minutes 55, quand Bryan Danielson va défaire El Generico via pinfall avec la Dragon Suplex. Danielson et Dragon fait donc leur 4e défense du titre, donc tag team. 73, c'est plutôt pas mal. Les frères Rotten qui étaient visiblement fatigués donc à l'issue de ce match, toujours une excellente chemistry entre El Generico, Kevin Steen et entre Bryan Danielson et Super Dragon. Le match qui a buzzé, parfait. Bryan Danielson qui a brillé dans ce match. Ouais, le garçon fait 83, c'est vous dire. Son partenaire Super Dragon fait 74. 46 pour El Generico, 52 pour Kevin Steen, 31 pour Axel Rotten et 43 pour Yann Rotten. Axel Rotten, va falloir qu'on travaille un petit peu le garçon, histoire quand même qu'il nous fasse des performances un petit peu meilleures, pour pas gâcher tout l'allant et tout le talent qu'il y a dans le ring. Et Tag Team Hardcore avance et gagne de la hit grâce à ce segment, parce que vous imaginez que tout n'est pas encore terminé. Conservation des titres de Danielson et Dragon, complètement clean avec ce tombé sur El Generico. Derrière, un 6-man woman tag match, on va l'appeler comme ça, avec Trinity et Incredible Heroes qui font équipe face à Becky Belair et aux Young Wolves. On se souvient de cette histoire qui a amené une rivalité entre les héros et The Young Wolves, avec cette fameuse storyline appelée Heroes Meet the Wolves, avec bien évidemment, vous vous en souvenez, Mike Mizanin et Justin Credible qui étaient opposés dans un match one-on-one. Chris Hero qui avait finalement intervenu dans ce match en la faveur de Justin Credible, derrière Trinity qui avait annoncé que Justin Credible et Chris Hero formaient désormais à partir de maintenant les Incredible Heroes. Derrière, on se souvient de ce qui s'est passé, ce match de championnat TNT qu'on avait attribué à, bien évidemment, Travis Fimmel et bien sûr à Justin Credible. Derrière petite échauffourée entre les deux femmes qui avaient frappé intentionnellement bien sûr Justin Credible durant
le combat pour le championnat TNT. Derrière, un petit striptease où ils sont déshabillés les deux nanas pour le plus grand plaisir des fans un petit peu pervers de la All Elite Wrestling. Et là, on met tout sur la table pour essayer d'enterrer cette hache de guerre. Et dans un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch un petit peu moyen, Trinity et les Incredible Heroes vont défaire Becky Belair et Young Wolves en 7 minutes 49, quand Trinity va défaire Becky Belair via pinfall avec le Fall from Grace. En termes de performance in-ring, Becky Belair a été la Weak Link, oui, on imagine bien, puisqu'elle nous fait une très très mauvaise performance de 10. Voilà, c'est vous dire, hein, ça vole vraiment pas haut. Mike Mizanin est à 40. C'est bien Mike Mizanin. 54 pour Travis Hummel. Trinity est à 44. 52 pour Justin Incredible. Et 33 pour Chris Hero. Donc Incredible Heroes qui remporte ce match et qui, bien évidemment, mettent fin à la storyline, gagnent leur rivalité et vont bien sûr aller vers de nouveaux horizons et pourquoi pas vers les titres par équipe, même si pour l'instant avec cette rivalité, un tag team hardcore qui n'est pas encore terminé, peut-être que la porte est encore un peu bouchée, mais pourquoi pas pour le futur. Rena Mero, qui après avoir réussi à survivre à Amazing Kong, nous fait un petit striptease. Voilà, ça y est, elle se déshabille, tenue un petit peu plus décontractée pour rentrer chez elle, puisque oui, il a quand même eu sa New Wave derrière. Ça nous fait un petit 63, pas de commentaires spécifiques, bien évidemment, à nous communiquer après ce segment. Vous me direz, c'est un truc sex appeal, voilà, ça permet à tout le public de la AEW un petit peu pervers de se rincer l'œil. Et enfin, le main event qui nous fait un petit 63. Ouais, je m'attendais à mieux. Je suis un peu déçu. Hein, je vais pas le cacher. Keith James face à Raven. Match donc hardcore, sous le Raven Rules, bien évidemment, les règles de Raven. Et dans un match avec une grande hit et du sans catch, Raven va défaire Keith James dans un match hardcore en 15 minutes 48 via pinfall avec un Evenflow DDT après la distraction de John Moxley. Raven fait donc sa troisième défense du titre AEW. 15,63 de performance in-ring pour Keith James, 55 seulement pour Raven. Effectivement, c'est assez compliqué, hein, d'où ce 63 très décevant. Et le storyline, il teste, hein, avance grâce à ce segment et surtout gagne de la hit, parce qu'elle était quand même un petit peu basse cette storyline. Et on fait, oui je me doute, et on fait un petit 63. Ah, Raven pour l'instant c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire de belles choses avec Raven. Je vais féliciter CM Punk aujourd'hui, ça c'est évident. Je vais encourager Raven, voilà, je vais lui donner des encouragements pour qu'il soit un petit peu mieux. Je vais féliciter bien sûr Bryan Danielson qui m'a fait une superbe performance encore une fois. Voilà, CM Punk a été content, Raven a paru content, Danielson a été très heureux de mon speech. Super, mais c'est vrai qu'on fait pas un bon show. Je m'attendais à mieux pour la fin de cet épisode. Ouais, c'est délicat. Raven, on a beaucoup de mal pour l'instant à en faire quelque chose. Enfin, en faire quelque chose. Attention, le prestige du titre, à mon avis, est toujours bon, mais on ira le voir en fin de vidéo. Mais c'est vrai que voilà, on a du mal à faire de bonnes notes. Mais en même temps, c'est vrai qu'on passe d'AJ Styles qui était extraordinaire à Raven qui est plutôt en fin de carrière, donc malgré sa popularité, qui a quand même du mal à être au niveau d'un AJ Styles quand on l'avait au top de la fédération, mais bon, ça fait partie du jeu. CM Punk, Time to Heal, ouais, je me doute. TV rating de 0.05 pour Double or Nothing. Équipe James qui nous dit que Bobby Roode ne connecte pas assez avec les fans. Il va falloir lui apprendre à travailler au gamin. Je suis assez d'accord. Pour l'instant, Bobby Roode, c'est pas encore ce qu'on attend. Au niveau des storylines, parce qu'on va quand même aller, comme en fin de vidéo, chaque fin de vidéo, voir le prestige, enfin la hit des storylines et le prestige des titres. 63 de hit pour Elite Nest. Female Monster, on est descendu à 48. Tag Team Hardcore, on est à 63. Et The Man Money, enfin The Money Man, on est pour l'instant à 58. Bon, voilà. C'est largement au-dessus de ce qu'on nous demande. Et au niveau des titres, hein, le prestige des titres, le championnat donc féminin de la All Elite Wrestling qui est à 65. On a un petit peu perdu malheureusement avec Rena Mero. Le championnat de la AEW qui est à 85. Et quand vous regardez le track prestige, regardez, on était à 100 quand AJ Styles était présent. Désormais, on n'est plus qu'à 85 avec Raven. Effectivement, c'est compliqué. Très compliqué. Il va falloir qu'on trouve des moyens quand même de redonner un petit peu de prestige à ce titre. Et toujours 100% de prestige avec le titre tag team. Bryan Danielson et Super Dragon qui font de super boulot. Et le titre TNT toujours à 85. Avec pour l'instant 13 défenses de titre de CM Punk qui est champion depuis la 4e semaine du mois d'août 2005. Autant dire une éternité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment
à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr, soit de TEW 2016, soit de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.